Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas, bienvenue sur ma chaîne YouTube Écran Noir, ma chaîne où on parle des chefs-d'œuvre du cinéma et de la bande dessinée. Et aujourd'hui, comme chaque année, je suis hyper content, j'ai trop envie de faire cette vidéo, je vais pouvoir vous présenter mon top film de l'année 2019. Je vais encore beaucoup au cinéma, j'y prends toujours énormément de plaisir et cette année ça a été une excellente année de cinéma, c'était chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Vraiment j'ai hâte de pouvoir vous les présenter, ça va être une vidéo assez longue, alors accrochez-vous, il y a plein de trucs à raconter. Alors j'espère qu'on va se marrer et puis aussi ça va me permettre de vous faire découvrir ou redécouvrir les petites pépites, les chefs-d'œuvre qu'il fallait pas rater cette année. C'était une super année riche en cinéma, mais c'était également une super année en série. Je vais les présenter très rapidement toutes les séries qui m'ont mis des grosses claques cette année, il y en a beaucoup. On va commencer par The Boys. The Boys, c'est l'histoire des super-héros revisités, une vision beaucoup plus cruelle, beaucoup plus sombre des super-héros, peut-être plus réaliste. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait vraiment des super-héros parmi nous? Effectivement, il y aurait du merchandising autour d'eux, ils seraient totalement utilisés par les gouvernements, ils seraient utilisés dans les guerres et tout ça. C'est vachement bien. La première scène vous met une grosse claque, c'est violent, ça tabasse et c'est vraiment les super-héros comme ils devraient exister quoi. Ça vous change de Marvel. Petite série Amazon, The Boys, ils font des bonnes séries du coup Amazon. On attend Le Seigneur des Anneaux avec impatience quand même. Une série Netflix incroyable qui s'appelle Dark, c'est une histoire de voyage dans le temps, c'est une série allemande, les musiques sont ouf, la mise en scène est ouf, les acteurs sont totalement ouf, surtout les jeunes. Il n'y a pas un acteur qui joue à côté, que ce soit chez les vieux, chez les jeunes, c'est vraiment une merveille cette série, c'est hyper complexe. C'est une histoire sur le voyage dans le temps très compliquée où on va vous éclaircir petit à petit des zones d'ombre qui vous permettent d'avoir une vision plus globale des enjeux qui sont dans la série, c'est vraiment excellent. C'est très dur à expliquer à Dark, je sais pas comment expliquer ça. Autre série Netflix totalement incroyablissime, c'est une claque artistique, une claque technique, je n'ai jamais vu ça. Vous ne pouvez pas passer à côté de Dark Crystal. Dark Crystal, c'est le remake en série d'un film de Jim Henson des années 80 qui avait été fait entièrement avec des marionnettes et des poupées. Mais c'est totalement incroyablissime, ça te crève les yeux tellement c'est beau et tu ressens aussi bien avec ces marionnettes et avec ces poupées la performance technique que la beauté qui s'en dégage. Tout le film est fait uniquement avec des poupées et des marionnettes et tu y crois totalement. Les 10 premières secondes ça fait un petit peu bizarre parce que ça donne une esthétique un petit peu particulière à la série, mais tu es transporté par cet univers, les décors sont magnifiques, les musiques sont absolument incroyables. Et le truc de ouf c'est que le réalisateur, qui n'est pas un réalisateur incroyable parce que genre il a réalisé le Choc des Titans ou des dos comme ça, il a réalisé tout seul les 10 épisodes de la série, tous les plans il a tout fait tout seul, voilà. Incroyable Dark Crystal, faut absolument vous regarder ça, c'est une claque artistique magnifique. Autre série incroyable, HBO. HBO, c'est la chaîne par excellence, ils sont toujours dans les bons coups HBO. Ils ont proposé une suite à Watchmen, le comics, moi je suis un gros fan du comics. Cette série, il ne faut pas la regarder si vous n'avez pas lu le comics ou au moins si vous n'avez pas vu le film de Zack Snyder. Ça n'arrête pas de faire des références, ça n'arrête pas de reprendre des personnages également du comics de base. L'auteur de Watchmen, c'est celui qui a écrit la série Lost, celui qui a écrit la série The Leftovers, également sur HBO, une des séries les plus incroyables de tous les temps, The Leftovers. Tu vois pourquoi j'ai David Benioff en tête? Pas du tout. C'est le mec de Game of Thrones, je ne sais plus comment il s'appelle, putain j'ai oublié, je vous l'indiquerai. Je suis une vraie merde, putain j'oublie tout le temps tout. Ce que j'aime beaucoup avec cette série c'est que le mec te propose sa vision de Watchmen. Il vous dit pas voilà c'est la suite directe de Watchmen, il vous dit regardez moi Watchmen je le vois comme ça, je vous propose ça, ça aurait pu être quelque chose de totalement différent. Chaque épisode te met une grosse claque, chaque épisode n'a rien à voir avec celui d'avant. L'avant-dernier épisode pour moi c'est un des épisodes les mieux écrits que j'ai vu de toute ma vie. Ça va pas plaire à tout le monde clairement, mais je trouve que c'est une série qui a une vraie profondeur, qui a des vrais trucs à dire. C'est une belle retranscription du comics au cinéma. Série incroyable que j'ai adoré sur Netflix, Love, Death and Robots, c'est des séries de courts-métrages sur l'univers des robots. C'est assez inégal mais c'est vraiment totalement addictif, je crois qu'il y en a 18, une fois que vous avez commencé vous pouvez plus du tout vous arrêter, vous avez envie absolument de voir la suite. Et il y a vraiment 3 ou 4 courts-métrages qui m'ont vraiment marqué, qui sont des vrais petits chefs-d'œuvre. La Ruche, je crois que ça s'appelle La Ruche, ça m'a terrorisé ce truc, l'image de fin mais elle me hante encore. Le Bleu Zima, c'est un épisode aussi incroyable de science-fiction. Il y a aussi un épisode qui mélange du steampunk et de la fantasy japonaise. Je suis hyper content parce qu'ils ont annoncé une saison 2, j'ai trop hâte de pouvoir la regarder. Autre série HBO, mais je vous ai dit HBO dans tous les bons coups, HBO va dominer le monde, voilà je vous le dis, il y a que eux qui font des bons trucs. Tchernobyl, une série sur la catastrophe de Tchernobyl en 6 épisodes. Une des séries, je vous le jure, mais je sais que tout arrive cette année, mais c'est une des séries les plus incroyables de la décennie. C'est hyper fort, c'est hyper touchant, c'est hyper beau. Je trouve que la série arrive parfaitement à vous faire ressentir la menace de cet ennemi invisible, la radioactivité. J'adore parce que la série te montre à
quel point les gens à l'époque ne réalisaient pas la catastrophe nucléaire mais monstrueuse qui allait apparaître à cause de Tchernobyl. On parle d'une zone totalement inhabitable et rasée sur des milliers de kilomètres si le caisson avait explosé. Voilà, putain, c'est ça, ça qu'il faut faire, bordel! Faire des séries comme ça, donner de l'argent à HBO, donner de l'argent à HBO, voilà. Laissez HBO faire des séries. Pour changer, une autre série, HBO avec la BBC, voilà. Ça se voit qu'il y a quand même plus de moyens, c'est His Dark Materials. En français, je crois que c'est à la croisée des mondes. C'est adapté de romans de fantasy, qui sont un petit peu des romans pour ados. C'est un monde absolument magique et tous les êtres humains, ils ont leur âme qui se représente à côté d'eux sous la forme d'un animal qui peut se transformer, qui s'appelle un daemon. Et ils sont tellement bien faits, mais dès les premières images, boum, t'as un lynx des neiges, mais tu y crois mais totalement à ce lynx des neiges. Le léopard des neiges, t'as un léopard des neiges et vraiment, enfin, ils sont tous magnifiques, la photographie est belle, l'histoire est passionnante. J'aime beaucoup parce que les personnages principaux sont des enfants et c'est une série qui parle du passage à l'âge adulte et des grosses désillusions que ça peut apporter. Il y a des ours en armure, voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Il y a des putains d'ours en armure. La 5ème saison de Peaky Blinders est sortie, c'est toujours la série avec la plus belle photographie au monde, c'est passionnant de voir ce gang évoluer d'année en année. La dernière saison, elle parle de l'arrivée du fascisme en Angleterre, c'est génial, le méchant il est trop bien, toujours aussi passionnant, toujours aussi cool, j'ai hâte de voir la suite. Dernière série dont j'ai envie de vous parler, énorme gros coup de cœur de cette année, enfin c'était déjà un coup de cœur, c'est l'Attaque des Titans. Je suis émerveillé de voir à quel point cette série gagne en profondeur à chaque épisode. Tu penses connaître la série et à chaque nouvel épisode, ça te fait redécouvrir une nouvelle facette, ça te montre que non, la série avait déjà été pensée comme quelque chose avec beaucoup de profondeur, avec des vrais sujets de fond. C'est flippant, c'est une des séries les plus stressantes que j'ai vues de ma vie avec des révélations les plus incroyables. Déjà les révélations sont incroyables, mais elles sont mises en scène, mais à la perfection, je n'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment votre porte d'entrée dans l'animation et le manga si vous ne connaissez pas. Regardez-vous l'Attaque des Titans et la dernière saison qui va sortir en 2020. En attendant, je suis complètement possédé, j'ai acheté tous les mangas. Alors il m'en manque un, donc me spoilez pas, hein, mais je suis en train de les acheter, je suis en train de les relire tellement c'est incroyable. Voilà, on a fait le tour des séries, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Avant de s'attaquer au top 10 des meilleurs films que j'ai vus cette année, je vais vous parler des films que j'ai vus cette année qui sont vraiment bien, mais qui n'étaient pas assez incredible pour rentrer dans mon top 10. Tout d'abord, on commence avec un film, un thriller d'épouvante qui s'appelle Crawl. C'est un film d'Alexandre Aja. Là, c'est un film avec des crocodiles et j'aime beaucoup le concept parce que c'est une maison dans laquelle les personnages sont coincés et l'eau monte progressivement. Voilà. Il y a également une belle performance technique qui a été faite. C'est Peter Jackson. Peter Jackson? Oui, c'est ça. Non. Si. Peter Jackson. Peter Jackson, il a fait un film sur la Première Guerre mondiale qu'il a recolorisé. Ça s'appelle Pour les soldats tombés. Ouf, le degré de réalisme que dégage ce film parce qu'ils ont recolorisé les images, mais ils ont rajouté des bruitages, ils ont doublé les personnages qu'on voit à l'écran et donc t'as vraiment l'impression d'y être quoi. Ils ont recréé les ambiances avec les oiseaux qui chantent et tout ça. Il y a des doubleurs qui ont réussi à recréer la voix des soldats. Tu te projettes mais tellement facilement dans l'horreur de cette guerre. Une bonne adaptation de manga les gars, incroyable. Alita Battle Angel. J'ai beaucoup aimé Alita Battle Angel, je trouve que les CGI sont vraiment bien réussis. Le sport qui est mis en scène dans ce film est vraiment bien mis en scène, c'est vraiment sympa. Le seul hic que je trouve dans le film, c'est que ça n'a pas la réelle violence qu'a le manga. La ville dans laquelle ils sont dans le manga s'appelle la décharge. C'est vraiment le trou du cul du fond du monde. C'est un truc dégueulasse où tout le monde est robotisé. Dans le film, t'as l'impression que c'est Venise le truc. Il y a des petites échoppes, il y a des petites terrasses, les gens ils boivent des cafés. C'est pas ça le délire les gars. Faut montrer que Alita elle vient d'un monde violent, cruel et que où tout le monde est cybernétisé et robotisé. Voilà. Star Wars, est-ce que je vais parler de Star Wars? Oui, j'ai bien aimé Star Wars 9. Voilà, j'en ai rien à foutre, ça vous fasse mal au cul. Je hais le Star Wars 8. Je trouve que le Star Wars 9 c'est un peu un sauvetage. C'est pas un bon film. Voilà les gars, je vais pas me prendre une balle pour Star Wars 9, voilà, clairement. J'ai oublié cette trilogie, je m'en fous. Voilà, je suis heureux que ce soit terminé, je m'en bats les couilles. Mais j'ai quand même passé un bon moment parce que j'ai retrouvé des icônes, des choses qui m'ont plu et qui m'ont fait penser à Star Wars. Enfin, on voit le personnage de Kylo qui évolue. Enfin, il y a le personnage de Rey qui évolue. Oui, c'est de la merde qui nous sortent Palpatine de trifouiller du cul des oies là. C'est de la merde, mais ils ont tué Snoke juste avant, il y avait plus d'enjeu, C'est une idée de con. Mais moi, je trouve que les origines de Rey, même si c'est un petit peu con et débile, ça apporte des belles choses, ça apporte des belles idées. Et la fin, je la trouve très belle, les dernières paroles, je les trouve très bien. Ça te montre que, voilà, peu importe d'où tu viens, tu choisis qui tu es. Voilà, c'est tout con, putain. Fallait pas faire un truc compliqué, bordel. J'aime beaucoup aussi cette idée, ça fait chier beaucoup de gens parce que les gens ont l'impression qu'on fait n'importe quoi avec la force. Mais à partir du moment où, dans l'opus d'avant, on vous a dit que Kylo Ren et Rey avaient un lien très très fort, je trouve ça cool que ce lien évolue et qu'ils puissent se battre à coups de sabre laser à travers la force. C'est ultra stylé, les gars. Pourquoi vous chialez alors que à l'écran, on vous montre une putain de
scène qui est bien mise en scène où d'un coup t'as deux Jedi qui se fracassent à coups de sabre laser à travers la force. C'est stylé, putain. Pareil à la fin quand elle lui passe le sabre. Mais c'est cool, bordel. C'est clair que si tout le monde commence à faire ça, c'est totalement nimp. Par contre, le délire de la force qui permet de soigner des gens, ça, bonjour Donjons et Dragons, ça c'est de la merde. Voilà, ça sent un peu du trou du cul de je sais pas quoi. Pas une idée originale, c'est pas très bien, c'est pas très intéressant. Mais il y a des images qui m'ont marqué quand ils sont les deux côte à côte avec leurs deux sabres laser bleus là. Pouf. Putain mais ça c'est stylé bordel. La mise en scène, je trouvais ça un peu kitsch à la bande annonce, mais la mise en scène, là où il y a l'empereur Palpatine et tous les sites, putain mais ça a de la gueule. Ça a de la gueule, voilà ça c'est symbolique. Là tu montes des trucs putain. J'ai bien aimé ce film aussi parce que il donne une belle conclusion je trouve à l'arc narratif de Luke et de Leila. Et de Han Solo, voilà. Bref sinon oui le film est trop, ça va trop vite, il y a plein de trucs qui servent à que dalle. Voilà non mais clairement c'est pas un chef d'œuvre. Ça m'a suffi, je trouve que J.J. Abrams il a fait ce qu'il a pu. Si vous avez envie de vous tabasser dans les commentaires, faites-vous plaisir mais je vous répondrai pas. J'en ai rien à battre, j'en ai rien à foutre de Star Wars. Que cette série crève avec Disney, voilà, qu'il meurt. Un autre film très stylé qu'il faut absolument voir, qui est très long, c'est la... Comment ça s'appelle? Une vie cachée de Terrence Malick. Terrence Malick, ça fait quelques années qu'il fait des films assez chiants. Voilà, il faut le dire. Ah, on arrête de faire les gros faillots là dans les rangs devant. Non, Terrence Malick, il a pas fait que des bons films. Son dernier film incroyable pour moi, c'était The Tree of Life. Mais depuis, vraiment, il fait des films qui se ressemblent tous et qui n'ont pas de profondeur scénaristique. Et ben là, on retourne sur un film qui est déjà esthétiquement et absolument incroyable. Non, c'est juste absolument sublime quoi. Tu peux pas cligner des yeux tellement c'est beau. Et le sujet de fond est vraiment passionnant. Ça parle d'un homme, d'un Autrichien qui vit dans un petit village reculé dans la montagne. Et cet Autrichien, il refuse d'aller se battre pour le régime nazi, le régime d'Hitler. Et ça va l'emmener de mal en pis et on va le suivre et voir jusqu'à quel point cet homme refuse de se battre pour un régime qu'il considère comme néfaste. Voilà, c'est vraiment très beau, c'est très prenant. Il y a un petit creux je trouve dans le film dure quand même 2h40, hein. Il y a un petit creux dans la prison, voilà, ça aurait pu aller un petit peu plus vite, ça aurait pu encore raccourcir le film. Mais tu sens que le mec a tellement de plans magnifiques et essaie de tous les caser. Autre film très chouette que j'ai vu, c'est Le Mans 66. Alors ils ont mis Le Mans parce qu'en français on connaît mieux les courses de Le Mans, mais le film en VO s'appelle Ford vs Ferrari. Alors il y a Matt Damon et Christian Bale qui sont donc un ingénieur et un pilote qui va être engagé par Ford pour essayer de battre Ferrari pendant la course du Mans, qui est donc une course de 24 heures, c'est du non-stop, voilà. Le travail sur le son est vraiment excellent, le travail des acteurs vraiment super. Bon je suis pas très fan de bagnole, mais quand même justement c'est à ça que tu vois que c'est un bon film, parce que même si le sujet ne t'intéresse pas, c'est un film qui arrive à te happer. Je comprends totalement si vous le mettez dans votre top, juste pour la performance et la mise en scène des courses. Mais voilà, moi ça m'a pas plus touché que ça non plus en fait, j'ai l'impression d'avoir un petit peu déjà vu ce film ailleurs. C'est un avis tout à fait personnel, hein, voilà. Autre film super, Avengers Endgame. Je vais y arriver. Juste pour la péta finale, cette espèce de baston incroyable, Avengers Assemble, mais qui ne tremblait pas sur son siège quoi. Quand Captain America il chope le marteau de Thor et il commence à fracasser des gens avec, mais putain voilà, c'est ça qu'on voulait voir. Alors je trouve que c'est un très beau film sur le deuil. Il y a des scènes super où il y a deux personnages qui s'empêchent de sacrifier l'un l'autre. Vraiment c'est vraiment chouette. Et je trouve que Thanos, le grand méchant que j'avais adoré dans Avengers Infinity War, qui était le personnage principal presque, et bah Thanos il évolue encore et son personnage est toujours aussi stylé. Bon, Marvel ils ont fait 4 bons films dans leur carrière, hein, voilà, donc dans toute leur production ils ont fait 4 bons films, donc c'est un petit peu de la merde, mais quand même ça vaut le coup de voir Avengers. Je trouve que c'est une bonne fin. Je vous avoue que je suis absolument pas hypé et intéressé par la suite du Marvel Universe, je n'irai sûrement pas les voir, je m'en bats les couilles, voilà, ça ne me touche pas, je m'en fous, donc c'était une très bonne conclusion, Avengers Endgame pour mon expérience Marvel, on va dire. Ils ont fait une suite à Shining. Tu as tout à perdre en faisant une suite à Shining. Tu vas t'attirer la haine des fans, le livre qu'a écrit Stephen King et la suite Dr. Sleep et la suite de Shining. Et on retrouve le personnage du gamin des années après qui lui-même va découvrir une gamine qui a le Shining. Le Shining qui permet de voir des trucs un petit peu louches. Il y a des scènes d'épouvante au début absolument incroyables. Je me chiais dessus dans la salle. Je sais pas pourquoi je m'étais pas dit on allait en voir, ça va faire peur. Et là il y a des scènes où ils te reprennent des scènes de Shining où je me chiais dessus. Le gamin il s'arrête devant une porte entrebâillée et petit à petit tu vois un truc qui sort de la porte. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est le film que j'ai vu dans ma vie qui retranscrit mieux
l'univers et l'ambiance du bouquin de Stephen King. C'est très space parce qu'il y a des espèces d'entités maléfiques qui prennent souvent la forme d'êtres humains. Il y a une scène vraiment super jolie, je trouve, où la chef de ce groupe d'entités maléfiques, elle survole le monde et la ville, un petit peu à l'horizontale comme ça dans le ciel. C'est super bien mis en scène, c'est vraiment chouette. La fin est vraiment cool parce que la fin il retourne dans l'hôtel de Shining. Oh là là, et t'as l'impression que ça va être kitsch et pas bien. Tu te dis mais non, c'est une mauvaise idée. C'est vachement bien foutu. Très sympa comme film, très particulier, mais si vous aimez bien un petit peu ce délire épouvante, Shining, tout ça, bah c'est une bonne suite à Shining, voilà. Moi je dis oui, je suis pour. Également qui n'est pas dans mon top mais qui n'est pas passé loin, Toy Story 4, j'ai pleuré pendant ce film. C'est un film qui a le mérite de donner une conclusion à l'histoire de Woody, voilà. C'est bien foutu, c'est drôle mais il n'a pas de réel intérêt. On aurait dû s'arrêter au 3, voilà. Il y a quand même des moments de mise en scène absolument incroyables, notamment une scène où des mains se posent sur une bordure et on sent que la personne qui pose ces mains là est à la croisée des chemins. C'est un plan qui est présent au début et du film et qui revient à la fin. Je pleurais, c'était voilà, il y a des lacrymos dans la salle, c'est terrible. Voilà. Les Misérables de Ledgely, putain, tout le cinéma français est sclérosé par des films de merde, de petits bourgeois dans des appartements de 150 mètres carrés à Paris, le truc qui n'existe pas, que personne ne connaît, qui vivent leur petite vie mondaine, de parisiens bobos, et on fait des comédies de merde avec ça. Il y a que ça qui sort au cinéma, putain, toutes les semaines il y a un film de ce genre de merde, et ben je suis content que t'aies les Misérables qui te disent, regardez, putain la France c'est ça aussi, regardez ce qui se passe bordel. C'est un film qui est hyper beau, hyper touchant parce qu'il ne prend pas de parti. On vous montre que c'est une situation pourrie, la situation est pourrie pour les flics qui deviennent complètement fous, la situation elle est pourrie pour les gamins des cités qui deviennent complètement fous, ça crée juste des situations de tension, ça ne peut que dégénérer parce que c'est des endroits qui sont laissés à l'abandon, ils sont laissés pour compte, c'est des gens qu'on a foutus là, sans perspective de rien du tout, même quand tu travailles à la police là-bas, c'est quoi tes perspectives quoi, enfin, ta vie c'est de la merde, donc au bout d'un moment, 10 années là-dedans, tu deviens complètement fou, tu commences à faire de la merde, c'est évident, voilà. Donc très bien Les Misérables, le climax est super, ça monte doucement jusqu'à la fin. Je vous le conseille. Ça y est les amis, on y arrive, on va passer au top 10, au top 10 des films que j'ai préférés cette année. Numéro 10. Mon numéro 10 de cette année, c'est un film Netflix, c'est The Irishman de Martin Scorsese. Ouais, The Irishman n'est que numéro 10. The Irishman n'est que numéro 10. Ça se trouve, je suis quasiment sûr qu'il va se retrouver en numéro 1, numéro 2 de beaucoup de tops qu'on va voir. Mon problème avec ce film, c'est un très bon film, attention, hein, mais je vais commencer par le problème, c'est que je connais Martin Scorsese, je sais ce qu'il a fait, je connais sa filmographie. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film plusieurs fois en fait. Pour moi, ce film, c'est Les Affranchis, pour moi, ce film, c'est Casino, c'est un film un peu redondant, clairement c'est un film hommage, c'est même peut-être un film testament pour Scorsese, refaire un dernier film de gangsters comme il les a fait, comme il les a aimés avant, mais c'est ça qui me fait le mettre aussi bas. Sinon l'histoire est vraiment super, j'adore ce délire de parler de vieux gangsters. Le film commence sur un voyage en voiture et le film ensuite va parler de la vie des gangsters, l'ancienne vie des gangsters à l'aide de flashbacks. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'à la moitié du film, qui est très long, qui dure genre 3h30, un truc comme ça, tu te rends compte en fait que le voyage en voiture, c'est pas la fin, c'est pas une espèce de truc nostalgique, mais qu'il y a encore des choses après et qu'on ne se sépare jamais de sa vie de gangster. Mais c'est incroyable d'avoir Al Pacino, De Niro et Joe Pesci ensemble à l'écran. C'est une performance d'acteur mais absolument incroyablissime. C'est la performance d'acteur de cette année. Joe Pesci en plus, mais j'avais peur qu'il soit dans un registre un petit peu énervé comme il était dans tous les films qu'on avait vus avec lui. Son personnage est parfait, il est travaillé, il est profond, il est serein. Leurs répliques sont cultes. Vraiment tu découvres cet univers du gangster mêlé à l'univers des syndicats. C'est hyper bien fait, c'est hyper profond. Je trouve que le film va peut-être pas à fond dans le dilettement de la famille de Niro. Je trouve que le personnage de sa fille est trop sous-exploité, mais sinon, oui, De Niro au sommet, enfin incroyable de voir ces acteurs qui faisaient que des comédies de merde. Al Pacino et De Niro, ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas fait un bon film? Mais merci à Scorsese, quoi, merci d'avoir sorti cette merveille. Le film est très bon, le film est très beau, le montage est absolument excellent, exceptionnel, le montage de The Irishman. J'avoue peut-être que le film a moins touché que d'autres films qui sont plus hauts, c'est pour ça qu'il se retrouve si bas. Le fait que les acteurs soient rajeunis numériquement, moi je trouve ça plutôt bien foutu quoi. Enfin, il y a 2-3 moments où De Niro, oui, tu vois que c'est Al Pacino, tu vois que tu vois le truc. Mais je trouve que c'est tellement juste ce qui se passe, c'est tellement prenant, ça joue tellement que tu oublies en fait. Je trouve que Joe Pesci est totalement réussi dans son rajeunissement. Voilà, The Irishman, film de gangster, film très beau sur la difficulté d'être un gangster et ton passé qui ne te quitte jamais, quitte à finir seul et malheureux.
peu sans personne, seul face à tes choix et à ta vie de merde dans laquelle tu es tombé très jeune. Scorsese en force, putain. Voilà, il y a des gens qui savent faire des films, bordel. C'est quand même ouf que Scorsese doive passer par Netflix pour faire un de ses films. C'est un scandale, ça c'est un scandale par contre. On aurait dû le voir au cinéma ce film. Putain de merde. Putain de merde, c'est nul. Pourquoi il sort pas au cinéma? Il aurait dû avoir une sortie cinéma, je suis trop dégoûté. Numéro 9. Numéro 9. Cette année, on a eu de la chance d'avoir 2 sorties de films de Xavier Dolan. Et Xavier Dolan, il a sorti 2 films parce que son premier film, Ma vie avec John F. Donovan, était sorti au début de l'année. Bon, je vous en parle pas parce que j'ai pas trop aimé ce film. Ah, voilà, j'ai pas trop aimé, mais je trouve que après ce film où il s'est un petit peu perdu, il a sorti un autre film qui s'appelle Mathias et Maxime, qui est vraiment un super film. C'est marrant parce que je suis pas très client de ce genre de cinéma plein d'émotions et tout ça. Et là, je trouve que il retombe dans une histoire très juste, très touchante sur une vraie bromance entre 2 potes qui se découvrent une petite amourette alors qu'ils sont déjà assez âgés, il y en a un qui est presque marié, et ce mec là se découvre une amourette pour un vieil ami d'enfance parce que il y a la sœur d'un pote à eux qui veut faire un court métrage et ils acceptent de jouer dedans parce qu'elle leur casse les couilles et en fait ils découvrent qu'ils doivent s'embrasser et ce baiser va faire revenir plein de souvenirs, va leur faire se poser plein de questions. C'est hyper beau de voir les perturbations que ça amène dans l'esprit de ce mec là qui sait plus trop enfin où il en est, soit c'est de l'amitié, soit c'est de l'amour. C'est une très belle relation qui se crée, il y a des très belles images. À un moment le mec pour essayer de se vider la tête il traverse un lac, il va nager, c'est hyper beau, c'est hyper bien filmé. J'aime beaucoup dans les films de Xavier Dolan parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent par des regards, par des gestes, sans être dites. Les films de Xavier Dolan ils sont bruts d'émotion et c'est ça que j'aime bien. Des fois ça vire au côté un peu guimauve, ça vire au too much, mais là je trouve que ça marchait vraiment bien, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu mettre Mathias et Maxime dans mon classement. Le hic de ce film, ce qui ne m'a pas plu dans ce film, ce qui me saoule un petit peu avec la filmographie de Xavier Dolan, c'est que il y a toujours la figure de la mère qui ramène le bout de son nez. Dans ce film, il y a encore la mère qui martyrise son enfant, l'horrible mère et tout ça, des trucs que j'ai déjà vu dans sa filmographie en fait. Ça donne vraiment l'impression que le mec tourne en rond. Voilà, il aurait peut-être même pu se retrouver plus haut, Mathias et Maxime, par ses super acteurs et tout ça, par la photographie, la mise en scène, toujours excellente. Mais voilà, il y a ce truc là qui me le fait descendre un petit peu. Mon numéro 8. Les gars, incroyable! Rian Johnson sait faire des films, putain! À couteau tiré, c'était une très bonne découverte, une bonne claque. Je m'attendais à aller voir un film totalement lambda. Et Rian Johnson, qui est donc le réalisateur de Star Wars 8, a écrit et a réalisé le film. Putain, mais c'est vachement bien! Je sais pas si ça plaira à tout le monde, parce que c'est un côté film policier très Agatha Christie. Attendez-vous à ça, hein, clairement. Plein de gens sont réunis dans un manoir, il y a le monsieur très vieux et très riche qui se fait buter, on veut savoir qui l'a tué. Sauf que l'histoire est hyper surprenante. L'histoire prend vachement à contre-pied tous ces thrillers un petit peu classiques, ces films policiers dont on a l'habitude de voir, mais c'est une super intrigue en mode Agatha Christie, et surtout, c'est hyper bien mis en scène. Mais chaque scène est vachement bien pensée. Le choix des angles, le choix des caméras, les décors, le manoir en lui-même, l'ambiance qui se dégage de la mise en scène, elle est vraiment épatante quoi. C'est bien foutu, c'est bien pensé. C'est vraiment le casting le plus ouf de toute cette année. Ça veut pas dire que les acteurs ont une palette de jeu incroyable, mais c'est juste que voilà, ils ont foutu plein d'acteurs ultra connus et c'est Daniel Craig qui joue l'enquêteur et qui va mener l'enquête. Je les trouve tous très bien, il n'y a pas de performance incroyable, mais je suis content d'avoir découvert la petite jeune là qui joue un petit peu le personnage principal qui est la bonne, enfin l'infirmière, c'est l'infirmière pardon. Et un truc très cool avec ce personnage qui est bien écrit, bien foutu, bien utilisé, c'est que c'est un personnage qui a une maladie, elle peut pas mentir sans vomir en fait. Si elle ment, ça la fait gerber. Et du coup c'est super parce qu'elle peut pas mentir à la police, voilà, c'est vraiment très drôle. L'intrigue est assez surprenante, il y a du rythme, il y a des surprises. J'en attends pas beaucoup, souvent je me laisse porter par les films policiers, mais là je trouve qu'il y a un réel effort qui est fait sur la lumière, sur l'histoire, sur la mise en scène. Vous avez passé un putain de bon moment, voilà, je vous cache pas, à couteau tiré c'est vachement bien. C'est des films pas compliqués, mais qui ont une vraie identité, qui proposent un vrai truc, qui ont une vraie originalité. Voilà, c'est un film qui a une âme, c'est un vrai projet particulier de film policier. À couteau tiré, du coup, je se retrouve plus haut que Irishman. Parce que je trouve qu'à couteau tiré, il a une vraie identité, un truc très à lui, que n'a pas The Irishman, je trouve. Voilà. Ah, c'est un avis personnel, calmez-vous, putain. Ouais, mais The Irishman, c'est Scorsese, Scorsese c'est Dieu le Père, tout ce qu'il fait est absolument fabuleux. Casse pas les couilles. Numéro 7. Numéro 7, c'est Numéro 7, c'est
Vice. Vice, c'est une putain de bonne surprise, c'est un film tellement à part. C'est un film dont le sujet pourrait paraître un petit peu bateau, en mode biopic un peu pérave, mais c'est super bien foutu. C'est un film qui n'arrête pas de changer, toutes les séquences sont très différentes. Vice, ça parle de l'homme, le vice-président de George W. Bush. Oui, George Bush Fils, oui c'est ça, qui en fait est totalement le marionnettiste de toute la période Bush, et c'est lui qui a fait tous les choix. Bush c'était vraiment une marionnette dans ses mains quoi, enfin le film te montre ça. Ce mec était une machine de guerre idéologique, c'est lui qui a fait tous les choix, l'invasion de l'Irak et tout ça, et le film te montre son ascension en fait. C'est Christian Bale qui l'interprète, Christian Bale incroyable, qui a été totalement transformé, c'est un acteur qui s'est joué avec son corps, mais c'est juste fabuleux quoi, il a pris du poids, je trouve l'accent, la manière de jouer du mec est parfaite, enfin t'y crois totalement. Et oui c'est un film qui est très surprenant parce que dans sa mise en scène, tu as plein de séquences à chaque fois qui viennent transformer le film. Tu pensais que le film c'était un biopic un petit peu classique, et en fait juste derrière on te fout une scène absolument hilarante qui vient tout bouleverser. Le personnage est tellement flippant qu'il en est passionnant et cool. À un moment genre au milieu du film, je crois que sa fille lui avoue qu'elle est homosexuelle, un truc comme ça, et t'as une petite image de loin, ils font un barbecue chez eux, et tu as un petit texte qui apparaît en vous disant après ça il a décidé de vivre paisiblement avec sa femme et dans son ranch, ils ont vécu une très belle histoire jusqu'à sa mort. T'as vraiment l'impression que c'est la fin du film quoi, et t'as le générique qui commence à apparaître et qui commence à défiler. Vraiment le film te troll, le film se fout de ta gueule, le film n'arrête pas de changer d'ambiance et de ton. Les personnages sont super cool, il y a Sam Rockwell qui interprète George W. Bush qui est hyper bien foutu, hyper drôle, c'est vrai et c'est très juste. Grosse réussite Vice, un film très à part, c'est très difficile de vous le décrire. Je pense qu'avec la bande annonce vous allez peut-être pouvoir vous rendre compte un petit peu de l'intensité du truc. Je suis ressorti de la salle, je savais pas du tout ce que j'allais voir, j'étais enchanté, c'est vraiment une très bonne découverte de cette année. Numéro 6, The Lighthouse. The Lighthouse, c'est un film qui a été fait par le réalisateur de The Witch. C'était un film d'épouvante très particulier, très spécial. Moi j'étais pas trop rentré dedans parce que l'épouvante est laissée de côté pour mettre en avant un côté un petit peu malsain, bizarre. Mais The Lighthouse, vraiment pour le coup j'ai totalement marché. C'est un film A24. A24 c'est une société de production qui fait des films vraiment très spéciaux, qui produit des vrais choix artistiques totalement radicaux, aussi bien au niveau de la mise en scène que de l'histoire. Et là c'est un film en noir et blanc, en format carré. Vous avez Robert Pattinson et Willem Dafoe qui sont des gardiens de phare et qui se retrouvent coincés dans un phare pour plusieurs mois. C'est un des films les plus Lovecraftiens que j'ai vu de ma vie parce que c'est un film qui parle de folie évidemment, deux personnes qui ne peuvent pas se supporter, hein, vous allez voir, Willem Dafoe est complètement fou, deux personnes coincées dans un phare, ça ne peut que dégringoler. Et je trouve que le film est hyper bien écrit, que tu sens que la folie monte petit à petit, t'as des séquences justement un petit peu de folie qui sont hyper bien mises en scène, c'est hyper beau, la photographie est absolument magnifique, il y a un travail sur le son qui est absolument incroyable. Quand le bateau arrive au début et vous avez la sonnerie du bateau qui fait... Et cette cloche là tu la entends plusieurs fois dans le film, ça crée une ambiance, ça crée du mystère, c'est hyper bien foutu. Robert Pattinson, Willem Dafoe, mais il joue tellement bien, tu y crois totalement. C'est pas un film qui fait peur, c'est un film qui, pareil, joue un peu sur le côté malsain, déviant. C'est une vraie proposition artistique. Vraiment, moi je demande que ça, parce qu'on voit des films qui prennent des risques comme ça. Il y a une séquence avec une sirène, putain mais le cri de la sirène, ça m'a provoqué une réaction épidermique, mais un frisson mais vraiment qui est parti des jambes et qui est remonté fourmillé hyper violemment jusque dans ma nuque. Le cri de la sirène c'est un des trucs qui m'a le plus terrorisé depuis longtemps quoi. Le dernier truc qui m'a fait aussi flipper c'était la femme chouette dans Under the Silver Lake. Putain la femme chouette, bordel de merde. La femme chouette, mon dieu. Horrible la femme chouette. Alors j'étais au cinéma donc t'avais vraiment l'ambiance sonore qui te prend et que t'entends ce cri là. Waouh, j'ai une réaction épidermique que je n'avais jamais eu au cinéma. Aucun film ne m'a provoqué ça. J'aurais juste bien aimé que à la fin le film aille encore plus dans le délire de la folie, que ce soit encore plus Lovecraftien, que vraiment qu'il y ait des monstres quoi qui débarquent, que toute la réalité s'effondre et que on part dans un truc totalement délirant, surréaliste. Voilà, j'aurais bien aimé que le film aille un petit peu plus loin. Après c'était une très bonne surprise, The Lighthouse, je vous conseille vraiment ce truc là. Willem Dafoe, Robert Pattinson, coincés dans un phare, qui deviennent fous. Je vous vends le truc comme ça, hein, c'est tout. Non vraiment excellent. Numéro 5, mon cinquième film préféré cette année, c'est Joker de Todd Phillips. C'est un film qui a eu une hype totalement incroyable et surdimensionnée. Les gens se sont chauffés pour ce film. Avant même qu'il sorte, il y avait déjà, je trouve, un élan derrière ce film qui était absolument incroyable. En plus, il a eu le Lion d'Or à Venise, ce qui a fait augmenter la hype over 9000. C'était complètement fou, quoi, le délire qu'il y a eu autour de ce film. Bon, moi, je trouve que j'arrive toujours à rester très objectif en allant voir un film. Souvent, j'ai besoin que d'un seul visionnage pour savoir tout de suite ce que j'en pense. Et j'ai totalement accroché à Joker, quoi. Du coup, c'est vrai qu'il y a eu une espèce de contre
hype où les gens se sont dit mais attendez, voilà c'est un bon film mais c'est pas un film incroyable. Moi je trouve que c'est un film qui a des très très grosses qualités qui prennent le pas sur les défauts. Mais je comprends que le film n'est pas pu plaire en fait. C'est un film qui est très inspiré aussi de Taxi Driver, de La Valse des Pantins. Il y a des gens que ça peut gêner parce qu'ils ont l'impression d'avoir déjà vu ça en fait. Mais c'est juste en fait les gens qui ont l'habitude de voir des merdes comme Marvel ou DC, des films de merde, d'un coup on leur montre un film qui a du potentiel, qui est bien foutu. Putain c'est le meilleur film de leur vie quoi. Oh mon dieu ce film a tellement de profondeur, c'est incroyable. Il y a des gens sur internet, t'as l'impression que il y avait tout dans ce film quoi. C'était le Messie. Bon, voilà. Moi je trouve qu'il est très très bien. Je sais pas si c'est un chef-d'œuvre mais je trouve que c'est un excellent film. Ce que j'adore avec ce film c'est que je trouve ça très rare au cinéma. On vous montre un personnage qui est totalement brisé, qui est au fond du trou. C'est pas une espèce de bellâtre parfait qui a tout pour lui, qui a tout pour réussir. C'est pas un super-héros ultra musclé qui a beaucoup de potentiel. Non, non, c'est un homme qui est tout au fond de la société. C'est quelqu'un qui est brisé par la société, qui est totalement ostracisé, qui vit dans un monde qui n'a aucune place pour lui en fait. C'est vraiment un homme qui est dans une situation de détresse mais totale parce qu'il a une vie misérable, il vit avec sa mère, il a un lourd handicap psychologique. C'est ça que j'aime bien, c'est que le film te fait ressentir que c'est quelqu'un qui est totalement rejeté de la société en fait. Pas parce qu'il l'a voulu, pas parce qu'il l'a souhaité, mais parce que le monde dans lequel il vit est implacable et ne lui laisse absolument aucun espace pour respirer, pour devenir quelqu'un d'autre en fait. Et j'adore cette idée que son espèce de rire machiavélique, le rire du Joker très connu dans Batman, le rire machiavélique ce soit une maladie en fait. Ça qui est dur, c'est que il rit mais c'est une souffrance en fait. Pour nous le rire c'est la joie, pour lui le rire c'est quelque chose de terrible et c'est quelque chose de... Tu sens que c'est une douleur quand il rigole, tu sens que c'est quelque chose qui lui fait mal, il peut pas s'en empêcher, il a un pet au casque et tout ça. J'adore cette idée là que ce soit un handicap. Je suis étonné qu'on nous montre si peu au cinéma des gens qui sont mis au banc de la société, voilà. Et juste pour ça, de voir ce personnage se développer, de voir ce personnage tomber dans cette spirale noire, c'est le serpent qui se mord la queue en fait. C'est une situation qui ne peut aller que de mal en pis. C'est quelqu'un qui ne peut que s'enfoncer, s'effondrer. Et j'ai cru ce film en fait. J'y ai cru dans notre société à nous, là où on vit. Quelqu'un comme ça qui est tout au fond et qui n'arrête pas de s'enfoncer, ça ne peut qu'amener du chaos, ça ne peut amener qu'une situation totalement catastrophique. Les gens qui commettent des attentats, qui prennent des flingues, qui vont braquer des gens, c'est des gens totalement désespérés. C'est des gens qui n'ont plus rien à perdre en fait, voilà. Et ben je trouve que ce film nous renvoie bien ça. J'aime bien parce que ce film crache à la gueule des médias. En mode oui voilà votre image parfaite, l'image va être un reflet de la vie. À l'image et donc dans la vie vous devez être parfait, vous devez être lisse, vous devez être fait selon les codes, vous devez être totalement dans les cases, voilà. Et ben j'aime bien que ce personnage là devienne la figure du chaos en fait, malgré lui. Mais oui c'est dur, c'est un film qui est dur mais qui est bien fait, bien écrit. La figure paternelle je trouvais très bien traitée, la figure maternelle aussi. C'est bien parce que plus le film avance, plus il y a une distance qui se crée entre toi et ce mec là et tu sens que tu peux pas le récupérer. T'es en train de le perdre en fait. Et voilà, je le mets assez haut Joker parce que je suis content que enfin on traite d'une belle manière et correctement la misère humaine en fait, c'est ça. C'est un très beau film sur la misère humaine. C'est même pas un film sur la folie, c'est un film sur la détresse, voilà. Et c'est pour ça que je suis content de voir qu'un film de super-héros, enfin un film qui se plonge dans le monde des super-héros peut avoir une si grande profondeur. C'était Joker de Todd Phillips. Numéro 4. On dit que The Irishman c'est un film hommage, mais pour moi il y a un film qui est encore un plus bel hommage que The Irishman, c'est La Mule, The Mule de Clint Eastwood. Clint Eastwood, un peu comme Terrence Malick, je le disais, ça fait quelques années que c'est un peu en dents de scie, il fait des films très médiocres, très patriotiques, mais The Mule vraiment c'est un coup de cœur total. C'est l'histoire d'un homme, The Mule, un vieil homme qui est interprété donc par Clint Eastwood. C'est pour ça que déjà que c'est un film hommage parce que c'est lui qui l'interprète et je sais pas si Clint Eastwood va faire encore beaucoup de films en tant qu'acteur parce que je vous le cache pas, vous allez voir dans le film, et il commence à faire vieux hein, le petit papy hein. C'est donc un vieil homme qui est ostracisé de toute sa famille, tout le monde le déteste, c'est un salaud clairement, c'est un sale con quoi, qui vend des fleurs et en fait il va se retrouver mêlé à devenir en fait un passeur pour un cartel de drogue et il va gagner plein d'argent comme ça, un petit peu malgré lui, voilà, il va tomber là-dedans et il va totalement se prendre au jeu tout en étant traqué par un agent du FBI qui est joué par Bradley Cooper et qui va rechercher donc qui est la fameuse mule qui arrive à faire passer autant de drogue à travers la frontière. L'histoire est super, hein, c'est un très bon thriller, le personnage est hyper attachant, on voit bien à quel point il réalise pas trop ce qui lui arrive et en même temps il en a conscience et il en abuse, mais c'est vrai qu'il saisit pas trop la portée de ce qu'il fait. C'est une personne qui brûle la chandelle par les deux bouts, voilà, qui fait brûler ses dernières cartouches. Mais vraiment je trouve que c'est un film hommage parce que Clint Eastwood il interprète parfaitement ce vieillard un petit peu gaga, facilement abusable, un peu à l'ouest, et en même temps derrière la caméra tu sens que derrière la mise en scène, derrière la caméra il y a une vivacité d'esprit parce que c'est Clint Eastwood qui fait la réalisation aussi quoi, et tu sens que le mec il est encore là, il a encore tous ses esprits, il est vraiment hyper créatif, hyper vif, c'est bien vu,
vu, bien foutu. Vraiment, t'as vraiment ce parallèle-là qui est hyper touchant de voir Clint Eastwood à l'écran, qui est vieux et un petit peu ramolli, et qui joue un personnage comme ça, qui est un petit peu à l'ouest, mais tu sens que non, le mec a encore tous ses esprits, qu'il est encore hyper créatif, hyper dans un élan artistique. Putain, c'est beau quoi, Clint Eastwood les gars, c'est tout ce qui nous reste de Clint Eastwood. C'est un des acteurs, un des réalisateurs les plus incroyables qu'on ait eu de notre vie quoi. C'est une merveille. Du coup c'est un film qui m'a touché, c'est bien fait, mais il y a un truc au-delà de ça quoi. Tu te dis putain, le mec est là quoi, le mec il a quoi, il a 90 balais, j'en sais rien, Clint Eastwood, le mec est là, c'est une des plus belles réalisations que j'ai vues cette année. Les gens qui font de la mise en scène comme ça, il y en a pas beaucoup, heureusement qu'il est là quoi. Ah, franchement ouais, ce film c'est l'émotion, ce film c'est le film testament de Clint Eastwood. Il va en ressortir un autre l'année prochaine, le mec est en roue libre, un film par an, le mec il s'arrête pas quoi. Ah Clint Eastwood, ouais, matez-vous la mule, super, il y a des scènes de tension géniales, il y a tout ce qu'il faut dans un thriller, c'est vraiment bien foutu, c'est très drôle, c'est drôle quand ça veut, c'est stressant quand ça veut, la fin est belle, c'est un film qui te dit il y a les choses toutes simples, comme avoir la passion des fleurs et s'occuper des fleurs. C'est super beau. Il aurait pu se retrouver encore plus haut, mais le tiers c'est gagnant les gars, le trio de tête, c'est du lourd. Mon numéro 3. Mon numéro 3, c'est une énorme surprise. C'est un film qui avait tout à perdre. C'était le pari le plus risqué de la Terre. C'est un film, je trouve, absolument exceptionnel. Et pourtant, je ne suis pas un fan total, absolu de Breaking Bad. El Camino. El Camino, c'est un film qui est sorti sur Netflix. C'est la suite directe de la série Breaking Bad. Ça n'a aucun intérêt de le regarder si vous n'avez pas vu Breaking Bad. C'est le réalisateur donc de Breaking Bad qui s'est décidé à faire un film Breaking Bad pour proposer une nouvelle fin à sa saga. Parce que la série se terminait de manière un petit peu ouverte, mais les enjeux étaient quand même bien terminés. Et là, le film vous dit, bah regardez, nous on va vous montrer ce qui arrive ensuite à Jesse Pinkman. Donc c'est un film qui est sorti sur Netflix, putain mais Netflix, mais merci quoi. Pourquoi il faut Netflix pour faire un film Breaking Bad? Bon, c'est très bien. Et c'est un film qui m'a mis une claque totale. Je vous le disais, c'est un film qui a tout à perdre. Je me disais, mais comment en 2 heures de film, tu peux proposer un truc qui va venir sublimer la série. Je m'étais dit que ça allait être un espèce de fourre-tout, plein de différents personnages, plein de clins d'œil, essayer de terminer le truc de manière un petit peu abrupte, mais c'est tellement bien écrit ce film, c'est tellement parfait, les scènes de tension mais sont menées à la perfection. Le film il a pas un bout de gras, les acteurs ont un petit peu des bouts de gras, voilà. Ah, parce que le film, c'est ça qui est ouf, c'est que le film est tourné 10 ans après la fin de la série. Donc les acteurs, ils ont un petit peu changé. Jesse Pinkman, Aaron Paul, il retourne dans son personnage, mais totalement parfaitement. T'as l'impression qu'il n'y a pas une seconde qui s'est passée entre les deux époques. Tu y crois totalement, il y a que celui qui joue le nazi, là, qui a pris quand même pas mal de kilos. Je dis, on s'en fout de ça. À partir du moment où un film est bien, à partir du moment où un film t'entraîne, bah tu retournes dedans et tu y crois. À part cet acteur-là, tous les autres acteurs, ça remarche de ouf, tu y crois totalement. Mais vraiment, ce qui m'étonne dans ce film, c'est la maestria avec laquelle il est écrit, la maestria avec laquelle il est mis en scène. C'est absolument parfait, quoi. Il y a une scène de tension entre deux personnages qui est un flashback. Tu sais comment ça s'est terminé parce que tu as vu la série. Tu sais comment la séquence se termine. Mais ça te tient par les couilles, putain, mais t'es stressé de ouf. Si tu ressens la tension dans la scène, c'est incroyable de faire ça. Tu sais comment ça se termine et t'arrives quand même à être stressé. C'est une performance mais de malade. Il y a des plans mais des plans hallucinants. Il y a une séquence où Jesse Pinkman il fouille un appartement, il est en train de fouiller toutes les pièces et le champ de la caméra adopte toute la forme de l'appartement. Tu vois Jesse Pinkman fouiller dans absolument toutes les salles et c'est un plan de dessus comme ça mais qui est absolument ouf, magnifique. La photographie est toujours exceptionnelle. C'est un film qui m'a transporté. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir une autre fin à Breaking Bad et je la trouve magnifique quoi. Bien écrite, prenante, attachante. Il y a de tout dans ce film. Il y a des séquences western, il y a des séquences de tension, il y a des séquences d'émotions très très fortes. Il y a aussi des flashbacks où tu revois des personnages, il n'y a pas un mot qui est dit, mais tu sens que le flashback est fait pour te faire ressurgir une nostalgie, des émotions. C'est mené à la perfection. Ce film m'a pris par la main et m'a emmené exactement là où il voulait m'emmener au niveau des émotions et tout ça. Je le trouve fantastique, El Camino. Il méritait vraiment cette 3e place sur le podium. Numéro 2 de mon top film 2019. Once Upon a Time in Hollywood. C'est un film qui va marquer la décennie. C'est un des plus grands films qu'a fait Quentin Tarantino. Je le trouve exceptionnel. C'est un film, je ne m'arrête jamais d'y penser. Chaque fois que je me remémore le film, je le découvre sous un nouvel angle. C'est un essai sur le cinéma et sur la fiction absolument incroyable. C'est vraiment une merveille cinématographique. C'est un film qui a un degré de technique et de maîtrise de la mise en scène mais divin. Ça m'a subjugué vraiment. C'est un des films les plus ouf que j'ai vu cette année. Je pense que c'est un film dont il faut connaître le
contexte, sinon vous n'allez pas l'apprécier à sa juste valeur. Le film parle des événements tragiques que tout le monde connaît en Amérique parce que ça fait partie un petit peu des mythes américains. C'est l'histoire du massacre de la femme de Roman Polanski et de ses amis. Donc la femme qui s'appelle Sharon Tate, qui était enceinte, très enceinte à l'époque où ils sont fait massacrer par Charles Manson. Et le film va reprendre ces personnages-là, donc Sharon Tate, et va baser son intrigue là-dessus. Ce massacre-là, le traitement qui en est fait, il est exploré à la fin du film. Mais ces personnages-là nous sont présentés vraiment pendant tout le film. Et donc moi j'ai commencé le film en étant extrêmement flippé. Je me disais, mais putain, mais Tarantino qui est connu pour le côté ultra gore, explosion. Quand tu regardes Django Unchained, c'est des massacres totales. Mais quand le film a commencé, que j'ai compris que ça parlait de ça, que ça parlait de Sharon Tate, j'étais vraiment mal parce que je me suis dit, mais attends, mais c'est hyper malsain. Tu vas quand même pas faire une effusion d'hémoglobine sur la mort de Sharon Tate. J'avais vraiment très peur, et plus le film avance, plus je sentais que le film voulait me raconter autre chose. Et quand arrive la fin, c'était tellement magnifique, c'était tellement beau. Alors je sais plus qui disait ça, mais Django Unchained c'est la revanche des noirs sur l'esclavage, Inglourious Basterds c'est la revanche des juifs sur les nazis, Once Upon a Time in Hollywood c'est la revanche de la fiction sur le réel. C'est ça que j'adore avec ce film, c'est un film qui crie son amour du cinéma. Le film te montre avec passion, avec amour, quel est le pouvoir de la fiction. Voilà, je fais ce que je veux avec un film, fuck la réalité, je vous baise. C'est un cri d'amour au cinéma au niveau des thématiques, mais au niveau aussi de la réalisation. Je trouve que chaque scène peut se décortiquer, chaque scène a sa propre ambiance. Il y a des scènes qui virent vraiment au western, quand Cliff Booth, donc qui est le cascadeur interprété par Brad Pitt, arrive dans cette espèce de communauté hippie qui est presque une vraie ville de western avec un saloon, enfin des baraques en bois sur le côté. T'as une vraie tension qui se crée et chaque plan est merveilleux, chaque plan est parfaitement pensé. Il y a des scènes où aussi pareil on vous montre le pouvoir de la fiction, parce que c'est des scènes où DiCaprio, qui est un acteur dans le film, interprète un personnage dans un western. DiCaprio c'est un personnage dans un personnage. Il y a plusieurs couches de lecture et le film vous fait adopter le point de vue de la caméra qui filme le western, pas de la caméra du film de Tarantino, de la caméra qui filme le western. La caméra de Tarantino épouse la caméra du film qui se réalise dans le film. Tu sais que c'est un film qui est en train d'être filmé, mais avec la performance de DiCaprio on fait regarde ça marche, tu y crois, voilà. Je pourrais en parler pendant des heures, chaque séquence a une vraie identité. Il y a des super séquences ultra montées où quand DiCaprio il pète un câble dans son camion qui sont hyper drôles. La gamine joue super bien, il y a une enfant qui joue dedans, mais vraiment c'est la crème de la crème quoi, c'est une championne cette gamine. C'est marrant, au début je le trouvais un petit peu plus lambda que des autres films qu'il a pu sortir Tarantino, et en fait non, je trouve que c'est un film qui a beaucoup plus de profondeur que tous les autres films. Enfin pour moi c'est son film de la décennie quoi, je le trouve supérieur à tout ce qu'il a fait. Je trouve que rien n'est laissé au hasard en fait. Abordez vraiment ce film en vous disant c'est un film sur le cinéma, et c'est un film qui crie son amour pour la réalisation, le cinéma, le jeu des caméras, le jeu des lumières, qui permet de créer la tension, l'émotion, l'amour, la drôlerie. Et c'est un film aussi très touchant qui parle d'une période qu'aime beaucoup Tarantino, les années 70, et qui te replonge aussi de manière nostalgique là-dedans. Il y a vraiment un côté très nostalgique dans ce film, qui je pense veut être un peu une forme de conclusion. Je sais qu'on arrive vers la fin de la carrière de Tarantino, c'est pas une conclusion, c'est un summum ce film. Il aurait pu se retrouver premier. Il aurait pu se retrouver premier ce film, très clairement. Sauf que, abordons maintenant, dès à présent, mon film préféré de cette année 2019. Avengers! Assemble. Parasite de Bong Joon-ho. Il a eu la Palme d'Or à Cannes. Putain, il l'a pas volé sa Palme d'Or. Bordel de merde. Ça, c'est un film de grande valeur. C'est le film le plus incroyable que j'ai vu cette année. C'est un film qui pour moi est déjà immortel. J'ai l'impression que tout le monde en parle et je suis content. Tout le monde a l'air de le mettre assez haut dans son top, voire même en numéro 1. Bong Joon-ho, c'est un réalisateur exceptionnel. Chacun de ses films est un pur chef-d'œuvre. Chacun de ses films n'a rien à voir l'un avec l'autre. Mais vraiment, si vous ne connaissez pas le cinéma coréen, mais commencez par Bong Joon-ho, bordel. Si vous aimez le cinéma, je ne comprends pas que vous n'ayez pas vu des films de ce mec là. C'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. C'est un homme qui a su masteriser le scénario et la mise en scène, mais comme personne quoi. C'est le plus grand réalisateur de notre époque. Moi je le mets au même niveau que David Fincher, que Tarantino. C'est des mecs qui ne savent pas faire des mauvais films. Si vous voulez commencer avec Bong Joon-ho, regardez tout ce qu'il a fait. Regardez Memories of Murder.
c'est le meilleur film policier que vous allez voir de votre vie. Le meilleur, vous entendez? J'ai pas dit le deuxième, le troisième. Memories of Murder, c'est le meilleur film policier qui existe sur Terre. Il a fait aussi Mother, qui est un super thriller, un super film policier également. Il a fait un de mes films préférés, qui était également sûrement mon film préféré de l'année, Snowpiercer. Mais un film totalement incroyable de science-fiction. Les seuls restes de l'humanité survivent dans un train qui fait à toute vitesse à travers le monde. Incroyable. Bon, je suis un petit peu moins fan de Okja. Je trouve qu'il y a des très belles séquences. Il nous pose vraiment des questions sur le rapport qu'on a avec les animaux. Mais The Host et tout ça. Mais putain, mais le mec sait tout faire. Il fait des films de monstres, il fait des films policiers. Et là, le mec fait un des meilleurs thrillers de la décennie, un des meilleurs thrillers du monde. Parasite, c'est l'histoire d'une famille très très pauvre qui petit à petit va s'inviter dans la vie d'une famille très très riche et qui va se mettre à les parasiter, à vivre à leurs dépens, à vivre à leur crochet. On se pose vraiment la question de qui est le parasite de l'autre. J'ai jamais vu ça. J'ai vraiment jamais vu ça. C'est un film qui passe du thriller au film d'épouvante, au film d'amour, au film social. C'est un film qui surfe entre tous les genres, qui te fait passer du rire aux larmes tellement brillamment que tu le vois même pas arriver. Le montage, les décors, les idées de mise en scène, c'est surtout ça qui m'a marqué. Tout est maîtrisé mais à la perfection. C'est drôle quand ça veut être drôle, c'est triste quand ça veut être triste. Et surtout il y a des moments de tension, des moments de surprise mais tu t'y attends tellement pas. Il y a un moment où le film bascule dans le thriller. La mise en scène adopte parfaitement ce qu'elle veut te montrer. Je vous dis que le film bascule dans le thriller et bah d'un coup tu te mets à suivre un personnage qui se met à cavaler dans un couloir où tu ne sais pas vers où ça va le mener. Mais juste cette découverte et ce côté hyper intense du personnage qui court, de ce mystère qui se révèle à tes yeux dans un couloir, voilà, juste la mise en scène, mais t'avale, te plonge tout de suite dans le thriller. C'est pas juste, oh regardez, on est passé dans un thriller, non, non, tout est fait, les choix de caméra, les choix d'angle, les choix de lumière, de couleur, tout est fait pour te transporter d'un coup dans un autre univers et pour provoquer le choc que ça veut te provoquer. Je me souviens, mais il y a des scènes de tension incroyablissimes. Il y a un plan génial où tu es dans la perspective de quelqu'un qui scrute un peu une salle obscure, tu as la caméra qui filme la salle et sur le côté de la caméra, tu as deux pieds qui dépassent. Et toi tu le vois parce que tu sais que le personnage est là, mais tu ressens totalement ce jeu du personnage qui ne voit pas les pieds, mais toi tu es mis dans la confidence et tu vois ça et c'est un magnifique jeu de regard, un magnifique jeu de choix, de mise en scène, tout ça. Il y a tout dans Parasite, il y a tout. La photographie est incroyable, il y a ce rapport là hyper violent aussi, le rapport de classe que j'aime beaucoup qui est traité. À un moment l'homme riche de la famille, il arrête pas de dire qu'il sent une odeur chelou, qui est donc l'odeur du père, mais le père il est tellement l'habitude d'être là-dedans que cette odeur il la sent pas. Tu sens parfaitement la psyché des personnages, tu ressens leurs émotions, tu sens ce qui se dégage, tu sens la haine dans la tête du père qui commence à se construire quand il entend qu'on lui dit qu'il pue et que lui-même ne sent plus son odeur de mec pauvre. C'est un grand 8 Parasite, c'est le meilleur film de cette année, il n'y a pas un truc qui ne va pas dans ce film. Je le mets en premier pour ce côté melting pot, ce film qui surfe avec brio entre tous les genres, et pour le côté mise en scène. Putain mais ça y a que les Coréens qui font ça bordel. T'as des petits éléments, des petits détails dans le scénario, tu as l'impression que ça ne servait pas à grand chose et d'un coup à la fin de l'intrigue tu les as parfaitement retenus et ça est utilisé de manière brillante et ça a un rôle extrêmement important dans l'intrigue. Ça a éveillé en moi une corde sensible comme ça n'avait pas fait depuis très très longtemps. En ça c'est une excellente année de cinéma 2019, mais matez-vous Parasite, matez-vous tout ce qu'a fait Bong Joon-ho, ne passez pas à côté de ce réalisateur exceptionnel. C'était mon top film de l'année 2019, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous faire découvrir des trucs incroyables. On se revoit bien évidemment l'année prochaine, on se revoit pour le flop film et cette année exceptionnellement on va également faire un top film en vidéo de mes films préférés de la décennie. Je vous dis à bientôt les amis, très bonne journée, je sais pas, très bonne année 2020, j'espère qu'elle commence bien, qu'elle sera aussi riche en cinéma. On se revoit bientôt pour le flop, allez bye bye.